Retrouver pour la suite du rendez-vous Paris Math avec une nouvelle table ronde. Les évolutions réglementaires en Afrique sont-elles des contraintes ou des opportunités? Pour cette table ronde, nous avons prévu un petit sondage en ligne. Nous vous proposons d'y répondre dans le chat en cliquant sur la réponse. Sont-elles des contraintes ou des opportunités? À partir de ce moment-là, vous avez 30 secondes pour y répondre et nous reviendrons ensuite sur le contenu de ce sondage avec nos interlocuteurs. Pour en débattre, du coup, nous accueillons Serge Azebazé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Activa Assurance Europe et du réseau Globus. Vous êtes accompagné de Claire Amonique, directrice du département marine d'Alliance Paris Afrique. Bonjour. Et de Benjamin Boudot-Rimbaud, qui est à distance, directeur général de filiale Afrique, qui interviendra également sur cette table ronde. Monsieur Azebazé, je vous laisse la parole. Merci. Donc, une fois de plus, bonjour à tous. Alors, pour commencer ce thème qui est un thème très passionnant, parce que dès l'instant où on parle de l'Afrique, donc il y a pas mal de j'ai envie de dire, de passion qui se soulève, et surtout on va aborder un sujet qui fait l'objet de pas mal de discussions sur le marché. Alors, pour aborder ce sujet-là, je voudrais déjà dans un premier temps présenter assez rapidement donc la situation à la fois économique, la situation du marché de l'assurance dans la zone CIMA, et après on va avoir un échange à la fois avec Benjamin et Claire, et ensuite je reviendrai pour un temps de conclusion. Alors donc pour commencer, je voudrais aborder donc en 4 points une rapide introduction. Je donnerai quelques chiffres du marché de l'assurance en zone CIMA, et ensuite on viendra sur un focus sur le transport parce que c'est notre métier à la base, et on terminera donc avec ce sujet de débat, et on verra ensuite donc une conclusion. Alors rapidement, j'interviens donc aujourd'hui à double titre, hein, à la fois en tant que directeur général donc de Activa Europe qui est en fait une excroissance du groupe Activa Assurance au Cameroun. Activa Assurance donc, qui est aujourd'hui présent dans 7 pays en Afrique, donc le Cameroun, Ghana, Guinée, Conakry, la Côte d'Ivoire, la RDC, donc tout récemment. Et moi, depuis Paris, donc, je suis le relais de proximité avec les courtiers internationaux et puis les risk managers. J'interviendrai également en tant que CEO donc, du réseau Globus, le réseau Globus qui est le réseau non intégré de compagnies d'assurance basées en Afrique, présent aujourd'hui dans 49 pays, sachant que l'Afrique, c'est 54 pays. Donc, on émet aujourd'hui plus de 65 millions de dollars de primes, et donc près de 3000 polices qui sont émises sur l'ensemble du réseau. Alors, rapidement, une fois que j'ai dit cela, revenons sur notre thématique, et puis en parlant donc du marché de la zone CIMA. D'abord, les économies de la zone. Sachez que pour la partie de la démographie, l'Afrique aujourd'hui, en 2019, c'est 1,308 milliards d'habitants en 2019. C'est le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie. Et selon les études donc, des prévisions des Nations Unies, en 2050, l'Afrique, ce sera 2,4 milliards d'habitants, contre 10 milliards qu'on aura donc, dans un thème de population mondiale. Sachant que on dit que donc, en 2050, un terrien sur 4 vivra en Afrique, alors qu'on avait 1 sur 13 en 1960. Donc c'est pour dire qu'il y a un boom démographique assez fort sur l'Afrique. En termes de prévision de croissance, en 2021, les prévisions de la BAD consistent à dire qu'on assistera donc à une croissance un peu plus forte de l'ordre de 3,4% en 2021, contre moins 2,1 en 2020. 2020, on sait tous que ça a été l'effet de la crise sanitaire, le Covid. Et sachant que donc, quand on dit moins 2,1%, c'est encore faible par rapport à l'impact que le Covid a eu sur d'autres parties du monde. Sachant qu'en parlant dans du Covid, que l'Afrique, dans cette zone-là, a déjoué en fait tous les pronostics des organisations mondiales qui
qui pensaient que le Covid allait avoir des impacts très néfastes sur le continent. En octobre 2020, par exemple, on notait qu'il y avait seulement 4,2% de cas de contamination dans le monde au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique a pu bien résister. Après, il faut chercher quelles sont les raisons. C'est encore un autre débat. Je reviens sur la zone CIMA. La zone CIMA en particulier, donc quand on parle de la zone CIMA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la conférence interafricaine des marchés d'assurance qui regroupe en fait 14 pays. C'est 14 pays d'Afrique qui ont la même réglementation en matière d'assurance. Dans cette zone-là, le taux de pénétration en matière d'assurance est de l'ordre de 1%. 1%, ça démontre qu'il y a une marge de développement encore possible sur ce continent-là. Sachez que, enfin pas le continent, mais sur cette partie de l'Afrique. Sachez que l'économie est polarisée autour des matières premières comme notamment le pétrole et le gaz. On observe également sur cette zone-là une forte volatilité des réserves de change et puis aussi une crise des devises. Et ces deux éléments-là ont pour conséquence notamment donc, un durcissement donc, des contrôles autour des transferts internationaux. Alors, pour poursuivre, quelques chiffres clés du marché de l'assurance en zone CIMA. Bon, pour l'essentiel, il faut retenir que dans la zone, sur l'année, parce que les chiffres que je vous donne sont les chiffres communiqués par la FANAF, sur 2019, les 12 pays de la zone CIMA avaient collecté 1930,6 millions d'euros de primes sur cette année-là. Et vous avez là sur le tableau les volumes de primes qui ont été émises par chaque pays. Toujours sur cette zone-là, pour l'essentiel, il faut retenir de ce tableau que 65% donc du volume de primes sont émises pour la partie non-vie. Et sur cette partie-là, c'est aussi important de savoir que vous avez 5 pays sur les 14 qui vont représenter 75% des primes, du volume total des primes émises. Donc les 5 pays, c'est la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Donc c'est important de le noter. Et je pars donc de là pour dire que simplement sur ces chiffres-là, le transport représente 10% du volume total des primes émises sur la partie non-vie dans la zone CIMA. Donc, je fais un focus pour arriver sur la partie transport. Sur cette partie transport, le volume des primes en 2019 se situe aux alentours de 125 millions d'euros. Et le maritime représente 62%, l'aérien 17% et les autres transports 21%. C'est important de pouvoir le signaler, sachant que ce chiffre-là est totalement marginal comparé au volume des marchandises qui sont tantôt importées ou exportées vers ou à partir de l'Afrique. Donc, voilà, une fois que j'ai situé ces éléments de contexte, ces éléments de chiffres du marché, je voudrais maintenant arriver à nous centrer sur la partie qui nous concerne, qui fait l'objet de pas mal de débats, c'est de savoir, c'est la partie des évolutions réglementaires en zone CIMA. Bon, avant d'arriver à la question de savoir est-ce que ce sont des contraintes ou des opportunités, il faut déjà situer le contexte en se disant mais de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? On parle en fait de 5, dans tout le panel des réglementations qui changent en Afrique. S'il faut retenir quelques-uns, j'en ai retenu 5, et c'est les 5 qui sont, j'ai envie de dire, les plus signifiants et qui ont un impact sur le business. Le premier sur lequel je vais revenir tout à l'heure, concerne le relèvement du niveau de capital social des compagnies de la zone CIMA. Ça, c'est important, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Le deuxième élément, c'est le paiement des primes. C'est avec le fameux article 13 que tout le monde, enfin, tous ceux qui sont amenés à travailler sur la zone le savent ou doivent le savoir. C'est l'article 13 du Code CIMA qui, en un mot, c'est le cash before cover, et aussi donc celui qui dit que le paiement de la prime doit s'effectuer au domicile
de l'assureur et dans les délais qui sont impartis par le Code. Troisième élément, c'est l'article 308. L'article 308, c'est essentiellement les cessions légales obligatoires et la rétention des primes sur le marché local. Cet article-là, donc, de manière globale, nous dit simplement que 50% maximum des primes sont cessibles à l'étranger, sauf accord spécial donc, du ministère de tutelle. Et que donc, pour la partie transport, les facultés maritimes, 100% doivent être retenus en local, à l'exception donc des corps et puis tout ce qui est RC allié, annexé au corps des navires. Également, un quatrième élément, c'est le courtage. La commission de courtage doit être payée uniquement donc, en local pour les courtiers qui sont situés en local. Et donc, du coup, cela peut poser également quelques problèmes pour les partenaires internationaux. Cinquième élément, c'est le contrôle. Je l'avais dit tout à l'heure, c'est en fait du fait de la rareté des devises sur cette partie-là. On observe donc un contrôle de plus en plus rude des banques centrales, avec une exigence très très forte en matière de transferts internationaux et puis une divergence, parce que vous avez deux zones dans la partie CIMA, vous avez deux zones monétaires, vous avez la zone CEMAC, qui est donc la partie de l'Afrique centrale pour caricaturer, et puis la zone UEMOA, qui est donc la partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc on observe dans la pratique des applications qui vont tantôt être rigides sur la partie CEMAC et qui vont être tantôt souples sur la partie de la zone UEMOA. Ça, c'est pour dire l'essentiel. Je vais faire un focus maintenant sur deux aspects réglementaires de ce qui concerne ces évolutions-là. Le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le relèvement du niveau du capital social des compagnies. Ce point-là est absolument important. Ce point est absolument important. Pourquoi? Parce que il y a eu pas mal de réformes et sachez pour information que depuis 1992 c'est la date de la création de la CIMA. Depuis 1992, le capital social donc des compagnies d'assurance dans cette zone-là est passé de 1 à 10. Donc un multiple de 10. J'ai envie de dire, si je caricature, quand je parle de 900 000, je parle de 1 million quasiment, si j'arrondis $1 million en 1992 à 10 milliards pour la dernière réforme. Cette réforme-là, est en deux temps. Il y a eu donc un premier temps où les compagnies devaient avoir un capital qui se situait aux alentours de 5,5 millions de dollars à échéance de 2019. Il y a pas mal de compagnies encore sur le continent, sur cette partie de la zone CIMA, qui sont encore retardataires de ce point de vue. Et puis, donc, un deuxième niveau d'augmentation de l'ordre de près de 9,2 millions de dollars, autant pour moi, à effet d'avril 2021. Cette échéance-là a été décalée à 2024 pour les compagnies non-vie et a été suspendue pour les compagnies vie. Pour quelles raisons? Pour simplement les effets de la crise du Covid. Quels sont les buts? Qu'est-ce qui est recherché? En fait, le régulateur CIMA a voulu simplement renforcer la solidité financière et la solvabilité de l'ensemble des compagnies qui exercent donc sur ces marchés-là. Et également améliorer l'efficacité et la compétitivité des services d'assurance. C'est le but qui est recherché. Alors, donc cette volonté, c'est au final de constituer des sociétés sur la zone, des sociétés qui soient plus fortes et des sociétés qui soient résilientes. C'est de renforcer leur capital afin qu'ils puissent assurer des grands risques. Et également, donc, permettre une meilleure collecte des primes sur le marché. Ça, c'est pour la partie, c'est cette partie contraignante pour les compagnies qui sont en zone CIMA. Deuxième élément, la deuxième réforme, c'est la réforme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la réforme concernant la cession les cessions locales obligatoires. Le but, toujours, pourquoi est-ce que ces réformes-là sont prises? Et cette réforme, ce deuxième volet de la réforme, vient comme le pendant du premier volet, parce que d'un côté, on demande aux compagnies d'augmenter de manière significative donc, leurs capitaux, et de deux, donc, pour faire vivre donc, ces compagnies et vivre donc, le marché, on décide donc d'augmenter les rétentions des primes dans la zone, ce qui paraît logique. Donc,
en fait, de créer, parce que le but au final, c'est de créer un marché plus robuste sur la zone CIMA. Alors, ces sessions-là, pour information simplement, qui ont été également aussi en deux temps. Un premier temps à effet du 1er janvier 2020 et un second temps donc à effet du 1er janvier 2021. Les cédantes, toutes les compagnies cédantes sur la zone CIMA sont obligées de céder d'abord à la SICARE. La SICARE, c'est le réassureur de la zone, des compagnies de la zone, des États de la zone CIMA. Donc, un premier temps, 2,25% de cession légale au premier franc ou au premier euro, ça dépend de comment on s'exprime, 20% de cession légale sur les traités, 10% en cession légale sur les facultatives, sauf pour ce qui concerne donc, le pétrole, le gaz et l'aviation. Alors, encore une fois, la volonté, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de créer sur le marché, de renforcer le besoin en termes de réassurance et de donner plus de solidité, d'augmenter les chiffres d'affaires des compagnies de réassurance qui investissent sur la zone CIMA. Donc, c'est le but qui est recherché. Donc, et puis, augmenter les fonds propres et accroître la technicité, en fait, arriver à la professionnalisation du marché. Et puis aussi, donc, favoriser un peu plus de crédibilité des compagnies de la zone sur le marché international. Donc, voilà un peu situer rapidement quelles sont ces évolutions-là de manière factuelle et puis donc, laisser place maintenant donc, à la question de savoir est-ce que ces évolutions-là sont des contraintes ou des opportunités. Et je reviendrai dessus après avoir laissé la parole aux autres. Oui, très bien. Effectivement, le résultat du sondage, on l'a eu. En deux mots, effectivement, je vous le communique. C'est effectivement opportunité qui revient en premier, avec 45% de contraintes. Est-ce que ce résultat vous surprend, chacun de vous? Déjà clair? Pas du tout. Pas du tout. Je suis même un petit peu étonnée en bien. Mais ça prouve d'ailleurs qu'une bonne pédagogie a été faite sur cette nouvelle réglementation et c'est une excellente chose. Très bien, je vous dirai ce que je pense à la fin. À la fin, très bien, en conclusion. Et nous allons du coup passer la parole aussi à Benjamin Bouhodeau-Rimbaud qui est en liaison vidéo avec nous. Merci Serge de me donner la parole. Donc, je suis avec vous aujourd'hui d'Abidjan. Je pense qu'en ce moment, c'est vous qui allez nous envoyer un peu plus de soleil que nous en saison des pluies. Donc, pour répondre à la question de Serge par rapport à notre présentation, comment les courtiers s'adaptent-ils aux évolutions en zone CIMA? Pour nous, c'est à mettre en perspective avec les deux articles principaux du code CIMA, que sont l'article 13 sur Pay Cash Before Cover, donc les primes d'assurance sont payées en début de prise de risque, avant même la prise de risque d'ailleurs, et l'article 308 qui conserve une partie des risques sur le continent africain et notamment les 14 pays de la zone CIMA. À travers ces deux articles, pour nous en tant que courtier, bien évidemment, c'est la sécurité financière des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance ayant désormais la trésorerie, ça permet justement de faire face immédiatement en cas de sinistre, en principe, au paiement des sinistres. Maintenant, le rôle du courtier, puis on va le détailler un petit peu par la suite, c'est justement faire ce travail d'amorce auprès des compagnies et de gestion, de proximité en cas de sinistre et d'optimisation de la gestion des sinistres. L'article 308, quant à lui, pour nous, c'est une régionalisation donc, des branches d'activité définies dans le code CIMA qui permet de conserver aux compagnies d'assurance tout ou partie d'un risque sur le territoire national du pays concerné. Bien évidemment, ce volet-là contribuera et contribue au jour d'aujourd'hui à renforcer les compagnies d'assurance en prenant de plus en plus de risques sur le périmètre local qu'ils ont à gérer. Mais bien évidemment, plus les pays seront amenés à grandir, à se développer, plus derrière, les capacités devront être de plus importantes. Et donc, ça va faire appel petit à petit à des capacités traitées qui vont être renforcées. Donc pour nous, l'assurance dans les pays africains et notamment dans la zone CIMA est promis à un très beau développement
ce développement doit se faire avec les courtiers, et des courtiers notamment spécialistes. Alors, deuxième question, Serge, que tu nous as posée. Comment faites-vous pour continuer d'accompagner vos clients dans ce contexte, on va dire, régional? Il faut bien avoir à l'idée que le contexte de la zone CIMA, pour nous, c'est une opportunité à deux niveaux. Premier niveau, d'un point de vue international, notamment la réassurance, vous l'avez remarqué sur vos marchés, a beaucoup augmenté ces dernières années. Ce qui n'est pas toujours le cas sur le périmètre Afrique et notamment les compagnies d'assurance elles-mêmes, sur leurs propres capacités, n'ont pas toujours revu leurs conditions tarifaires à la hausse. Deuxième aspect, les particularités on va dire administratives, régionales, CIMA, qui sont les nôtres, ont conduit en fait un certain nombre de risk managers à revoir des politiques de souscription qui étaient précédemment en fait intégrées dans des programmes internationaux, et petit à petit, ces risk managers ou les grands industriels ont compris l'intérêt de régionaliser certains programmes. Régionaliser pourquoi? Comme je l'ai expliqué, la réassurance est moins chère sur la zone, mais des particularités locales pouvaient également ressurgir. Et donc, du coup, la législation nous a permis de réajuster certains programmes quand c'était nécessaire. La qualité de l'assurance, mais aussi donc, de la réassurance, qu'elle soit locale par des compagnies de réassurance nationales, la réassurance régionale ou éventuellement internationale lorsque c'est nécessaire, permettent de renforcer ces programmes que l'on met en place. Et le rôle de notre cabinet, qui est un cabinet multispécialiste, que ce soit sur le transport, les risques industriels ou le volet santé, nous permettent d'avoir cette connaissance terrain et d'ajuster aux besoins les programmes pour nos clients. Alors, sur la troisième question, Serge, est-ce que l'installation récente de Filealar Africa n'est pas justement la preuve que la zone CIMA reste un terrain d'opportunité? Alors sur ça, plusieurs aspects. Déjà sur le périmètre Afrique et notamment la zone CIMA, si on regarde les chiffres de manière très macro, moins de 1%, le taux de pénétration de l'assurance est inférieur à 1%, 0,7 en IRD, 0,3, 0,4 à peu près sur le marché de l'assurance vie, ce qui est de 3% sur la zone anglophone. Donc, il y a un formidable terrain d'opportunité sur le marché de l'assurance quand on regarde les chiffres de manière macro. Maintenant, de manière purement concrète, très terrien, ancrage terrain, opérationnel terrain. Nous sommes un courtier multispécialiste. Comme je disais avant, on a 3 secteurs clés sur lesquels on intervient sur le périmètre Afrique. Donc, l'ancrage de Filealar, qui était un ancrage d'abord notamment via le Filealar maritime, c'est pas un ancrage nouveau, c'est un ancrage qui date de plusieurs décennies. On avait une filiale Filealar Côte d'Ivoire qui intervenait pour une part importante sur nos clients qui faisaient de l'import ou de l'export. Et désormais, on pense qu'à travers les nombreux chantiers de construction, la structuration de certains projets régionaux, les bailleurs de fonds internationaux également, que la valeur ajoutée du courtier au sens noble du terme anglais, broker, on a une part à jouer dans les économies africaines, dans l'assurance africaine, et justement ce hub régional permet de concentrer sur la zone CIMA les compétences techniques
les compétences opérationnelles de nos spécialistes, de nos ingénieurs, au service de notre réseau. Et en parlant justement de ce réseau, à travers la double casquette, entre guillemets, que je peux avoir en tant que patron de Filealar Africa et également du réseau BrokersLink sur toute l'Afrique, on a constitué en l'espace de 12 mois le premier réseau de courtiers panafricains sur 36 pays où, de manière opérationnelle, nos courtiers locaux assurent la qualité du service auprès du client, le servicing day-to-day, et les affaires entre guillemets régionales ou corporate business, où là vous avez besoin de spécialistes, c'est le rôle que joue Filealar Africa sur le continent africain. Et donc pour nous, cette installation récente nous permet d'apporter justement à nos clients l'analyse de leurs besoins, de sélectionner des garanties, de sélectionner des compagnies d'assurance solvables, sérieuses, locales, régionales ou internationales, et derrière d'intervenir sur le placement lorsque c'est nécessaire de la réassurance pour assurer un service de A à Z dans le montage du contrat, mais surtout dans l'accompagnement de nos clients, dans la gestion des sinistres, avec les compagnies d'assurance qui, de par la législation CIMA, se renforcent, et je trouve que c'est une bonne chose que les compagnies d'assurance africaines aillent de l'avant, renforcent leurs capacités financières à travers les augmentations de capitaux, comme tu as pu le développer précédemment. Ça va faire justement un nettoyage qui sera bénéfique pour les clients et bénéfique pour l'ensemble du secteur de l'assurance. Merci pour cette intervention. Oui, merci Benjamin pour ton intervention. Je vais donc également à présent laisser la parole à Claire qui va donc nous donner également donc le point de vue de l'assureur international qui est donc sur le continent africain aussi depuis au moins 50 ans maintenant ou un peu plus. Non, un peu plus d'un siècle. Nous sommes une vieille dame. Donc Claire, donc pareil, donc tu peux nous faire part de ton point de vue concernant les évolutions réglementaires. Tu as suivi cela de par ton expérience personnelle sur l'Afrique depuis un certain nombre d'années. Et également donc nous dire comment un groupe comme Allianz s'adapte à ces évolutions-là. Et dernier point également, enfin dernier volet de la question, c'est de savoir comment est-ce que notamment le fait que Allianz sur la zone CIMA particulièrement soit sortie de certains pays et quitter certains pays, est-ce que c'est le fait donc de ces contraintes-là, notamment la partie concernant l'augmentation du capital minimum des compagnies? Voilà Claire, merci. Très bien. Alors, concernant les dernières évolutions réglementaires, effectivement, Benjamin citait tout à l'heure l'article 13 et l'article 308. L'article 13 concernant le package before cover et l'article 308 qui est présent dans tous les esprits, celui de la réassurance. L'article 13, pour nous, a été, je dirais, un non-événement. Un non-événement, pourquoi? Parce que nous avions déjà dans le groupe Allianz des règles de gouvernance extrêmement strictes en ce qui concerne l'encaissement des primes, etc., etc. On faisait la chasse aux arriérés. Toutes nos filiales avaient des consignes très strictes à ce sujet. Donc, très honnêtement, ça n'a pas changé quelque part la face du monde. Bien. Effectivement, le plus important, donc il y a cet article 308 sur la réassurance. Alors, que peut-on en dire? Que peut-on en dire? Là, ça a été effectivement un peu une mini-révolution. Une mini-révolution que j'interprète comme étant salutaire. Pourquoi? Avant cet article 308, et pour parler encore un peu plus avant, sans pour autant faire de la spéléologie, il y a un peu plus de 20 ans, je crois, le fronting était totalement libre. Donc, qu'est-ce qu'on constatait concrètement en Afrique? C'est que dès qu'il y avait un risque relativement important, clac, il y avait, dans le meilleur des cas, un contrat local qui était émis, et puis 100% allait à l'extérieur. Ce qui était pas
pas correct. Enfin, je veux dire, ça ne pouvait pas satisfaire l'assurance africaine. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Dans un premier temps, ça a été le 25%, où tout le monde a dit, mon Dieu, ça va être affreux, plus personne ne va s'assurer pour les grands groupes, etc., etc. Concrètement, même pas mal, puisqu'on a continué à s'assurer de la même façon. Après ça, il y a eu cette deuxième évolution plus récente qui ramène cette possibilité de réassurance à 50% pour le corporate et puis à 100% pour les risques dits de particuliers, dont fait partie étrangement d'ailleurs l'assurance faculté. J'ajouterais juste que, effectivement, les risques comme l'aviation, les corps, le spatial et le ferroviaire, étant des risques de pointe, ne sont pas concernés effectivement comme tu le soulevais. Je dirais que globalement, on s'y est adapté. Pour nous, ça n'a pas changé la face du monde. On a revu les traités effectivement de certaines de nos filiales de façon effectivement à avoir une capacité plus importante. Et puis, je voudrais simplement dire un petit mot sur les programmes internationaux et le fait que ça a peut-être donné du travail tant à nous qu'à nos compétiteurs, mais je pense que ça a été salutaire aussi. Pourquoi? Ça a amené tout le monde un peu à se gratter la tête et à dire il faut arrêter. Moi je le vois couramment et quasiment au quotidien, où des gens du groupe Allianz, principalement pour nous, mais pas que, nous disent tiens, on veut mettre en place un programme international qui a été émis à la base en Australie, aux États-Unis, au Japon ou que sais-je. Bon, ben, on met le même wording peu ou prou partout. Ça, c'est très bien. Nos assurés, nos courtiers savent ce qu'on vend, les risques qui sont couverts, ceux qui ne le seraient pas. En revanche, là où je m'insurge, c'est quand on nous dit, par exemple, que voilà, au Japon, aux États-Unis, pour revenir à mon propos, il va y avoir une limite de dollars de 100 millions, par exemple, et qu'on veut dupliquer cette limite partout. C'est ce qui se faisait avant. Maintenant, nous le faisons moins, parce que justement, on n'a pas forcément la capacité locale de mettre 100 millions de dollars sur la table. Mais quelque part, c'est une très bonne chose, parce que la capacité a un prix, hein, et le fait de se dire, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, pour ne parler que de la Côte d'Ivoire, ou est-ce qu'au Cameroun, on a besoin, à un risque égal de la même multinationale, de 100 millions de dollars, et on va se rendre compte que non, que c'est 20, 30, 40, que sais-je, ça nous permet vraiment de coller aux attentes de nos clients, de faire œuvre de pédagogie à leur égard, et puis ben, surtout, comme je disais, la capacité a un coût, donc de réduire le coût des programmes en question. La troisième, j'ai peut-être été un peu rapide, hein, pardon, la troisième évolution extrêmement importante, et tu le soulignais Serge, c'est effectivement le relèvement de capital social des compagnies d'assurance. Bon, il s'imposait, hein, il était quand même un peu surréaliste, pour parler gentiment, de considérer qu'il fut un temps où les compagnies d'assurance africaines avaient le même capital social qu'une grosse SARL en France. C'est quelque part pas normal. Donc c'est vrai que ça s'est fait, que c'est une bonne chose parce que ça contribue à professionnaliser le secteur, à renforcer la capacité et la solvabilité. Alors moi j'ai une formation à la base, juriste, règlement de sinistre, je dis toujours c'est bien beau d'acheter, mon sinistre, quand est-ce qu'on me le paye, comment le fait-on? Voilà, c'est avant tout ça. Donc c'est une excellente chose. Je ne vais pas revenir sur le débat qui a largement agité les foules, de savoir s'il n'aurait pas fallu faire un peu plus, non pas de dentelle, mais de finesse, avec des montants de capitaux qui auraient été plus adaptés au pays. En Côte d'Ivoire, qui est l'éléphant de la zone, un capital social même de 20 millions d'euros serait tout à fait correct. En Centrafrique, pour parler du petit dernier, entre guillemets, un capital social de même 5 millions, c'est limite une hérésie quand on voit le marché. Voilà. Donc, qu'a fait le groupe Allianz dans ça? Le groupe Allianz, en fait, a effectivement décidé de céder 5 pays qui étaient des plus petits pays, hein, dans lesquels, effectivement, l'augmentation de capital donné, j'allais dire, risquait d'obérer notre rentabilité, d'une part, et d'autre part, et surtout, c'est important de le dire,
et pardonnez-moi de faire cette digression, mais on parle de CIMA, mais je voudrais juste élargir un peu le domaine. Le groupe Allianz a complètement revu ses targets en Afrique, en bien évidemment gardant et de façon significative ses installations dans les pays principaux CIMA, mais surtout en s'étendant dans les autres pays. Bon, il ne faut pas oublier que, indépendamment de la zone CIMA, il y a 40 autres pays dans l'assurance africaine qui représentent 86 ou 87% non, plus que ça d'ailleurs, 95% pardon, de l'encaissement global, parmi lesquels l'Afrique du Sud où nous sommes, parmi lesquels le Maroc où nous sommes. Et puis il y a toutes les parties, je dirais, anglophones qui émergent, enfin qui émergent. S'il m'entendait, il ne serait pas heureux parce que ce n'est pas nouveau. Il y a le Ghana, il y a le Nigeria, il y a le Kenya, pays dans lesquels nous nous sommes installés, soit from scratch, soit en rachetant des filiales. Et nous sommes en train d'affirmer ça en Afrique de l'Est. Et le groupe Allianz véritablement veut, bien sûr, mettre son développement vers l'Afrique de l'Est, vers l'anglophone. Voilà. Et puis, juste pour finir, je dirais que ce qu'on observe en zone CIMA, on l'observe sur toute l'Afrique, avec des capitaux sociaux qui sont augmentés, avec des renforcements des obligations d'assurance locale, et puis une montée de la réassurance régionale et des objectifs et des règles à respecter en la matière. Voilà, je crois que j'étais un peu longue. Très bien, non, c'est parfait. Merci Claire. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Aude? Est-ce que je fais la conclusion donc déjà pour répondre à ces questions, ou alors on prend quelques questions sur le chat s'il y en a ou pas? On peut effectivement, vous aviez réservé votre réponse par rapport à l'option contrainte ou opportunité, et puis vous pouvez répondre à Claire, on verra ensuite. Très bien. Alors, donc au final, après avoir entendu Benjamin et puis Claire, et surtout après le résultat du sondage qui nous dit que donc, les opportunités, enfin la question, pour répondre à cette question, est-ce que les évolutions réglementaires en Afrique, dans la zone CIMA, représentent une contrainte ou alors des opportunités? Le résultat du sondage dit que c'est davantage des opportunités que des contraintes. Alors pourquoi 40% de personnes pensent que ce sont des contraintes? Je vous dirai pourquoi. Ils pensent que ces évolutions sont des contraintes parce que les changements réglementaires sont parfois jugés excessifs. Okay, sont jugés excessifs, pourquoi? Parce que c'est incompris par les acteurs du secteur, y compris les assurés. Donc déjà sur le continent, sur la zone, c'est pas compris. A fortiori, donc pour ceux qui sont sur le marché international, c'est encore moins compris. Donc c'est un besoin, et Claire le disait tout à l'heure, un besoin de pédagogie. Donc il y a suffisamment de pédagogie qui est fait. Il faut davantage de pédagogie. Et les acteurs comme nous sommes là pour effectivement donc expliquer, pour aider à comprendre ces aspects de contraintes-là. Donc je parle là aux 40% qui ont dit que c'était des contraintes. Et ces contraintes-là, donc ces évolutions, autant pour moi, sont parfois redoutées et remis également en cause. Pourquoi? Parce que ça vient bouleverser, en fait, de manière substantielle la façon dont on fait les choses. Or, tout naturellement, l'humain n'aime pas ce qui change. Donc, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et c'est pas souvent agréable parce quand on travaille, on a ces process et puis après il faut les rechanger parce que un texte est arrivé et ça a tout changé. Et ça, on n'aime pas souvent, mais ça contraint à y faire. Et donc, ça nous oblige. Et ça oblige tout le monde, ça oblige l'acteur, ça invite effectivement les acteurs à plus d'imagination, à plus d'imagination pour s'adapter. Claire le disait tout à l'heure aussi justement. Et donc à partir du moment où on est capable de pouvoir trouver des solutions alternatives qui soient à la fois conformes, donc compliance comme on dit donc en matière de conformité, et également qui permettent donc de satisfaire les partenaires internationaux. Mais à partir de ce moment-là, on trouve que les évolutions représentent donc des opportunités. Et également, quand on fait preuve d'imagination, d'inventivité, de créativité, on va pouvoir mettre en place, et ça c'est très important dans la partie accompagnement des programmes internationaux. C'est là-dessus qu'il faut véritablement faire preuve de créativité pour s'adapter à la fois donc aux évolutions réglementaires dans la zone CIMA et également aux besoins
des partenaires internationaux. C'est absolument important. Pour s'adapter, il faut avoir ce mindset-là, il faut avoir cette manière de penser. Et également, cela représentera une des opportunités du fait de la présence, et tout le monde l'a dit, du fait de la présence dans la zone CIMA, des acteurs de toute taille. Et c'est ce qu'on observe de plus en plus, et c'est très, très encouragé. C'est-à-dire qu'on va avoir, et on commence à avoir sur la partie de la zone CIMA, des acteurs internationaux, des acteurs régionaux et des acteurs sous-régionaux et même des acteurs nationaux, des bureaux de liaison et tout cela va faire en sorte qu'on va arriver à constituer, et ça commence déjà à le faire, à constituer des groupes qui sont solides et forts, qui ont donc la capacité de pouvoir s'adapter aux évolutions et en même temps continuer de satisfaire les clients. Et des groupes qui seront aussi capables de pouvoir offrir aux acteurs des solutions variées et surtout avec une solidité financière qui soit acceptable et qui ait surtout la bonne réactivité, parce que dans la zone, très souvent, ce qu'on dit, ce qui est reproché, c'est un manque de réactivité. Mais je pense que les évolutions donc, du marché vont contraindre à plus de réactivité, à plus de proactivité. C'est ce qui se passe déjà auprès de certains groupes. Et donc, on va assister de plus en plus à cela. Et enfin, également, il faut se dire que c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que dans la zone, il y a encore beaucoup de secteurs d'activité qui restent à développer. En commençant uniquement par les facultés de transporter, on est aujourd'hui au rendez-vous des assurances transport. Les facultés restent encore à développer dans la zone CIMA. Donc il y a encore une part de marché importante. L'aviation, alors n'en parlons plus. Les mines et puis les énergies, ça c'est encore tout autre chose. Donc à partir de là, on peut arriver donc à la conclusion que la zone CIMA, plus que des contraintes, ça reste un terrain d'opportunité incontestable. Merci pour cette conclusion. Je vous transmets une question venue effectivement du public. Les résultats statistiques corps et facultés ne sont pas réjouissants sur le plan international, ainsi qu'en témoignent les données de l'IOMI. Quel est donc le secret de CIMA pour faire face aux événements majeurs sans aucune gêne financière et sans mettre les assurés français en péril, demande cette personne. J'ai déjà parlé. Alors, il y en a deux objectifs. Le premier, c'est que nous avons dans un certain nombre de pays des taux d'assurance minimum légaux. Alors, ça fait hurler nos amis européens, car souvent les taux minima que nous avons sont supérieurs pour une garantie réduite, au taux plus important, au taux qu'on vend en Europe pour des choses plus importantes, pour des garanties plus importantes et complètes. Mais déjà, c'est un élément déjà important. Donc, nous avons effectivement un volume de primes qui est quand même beaucoup plus important, qui est quand même plus important à la base. Absolument. Et je compléterai également en indiquant que le marché n'est pas d'autant impacté parce que justement les acteurs dans la zone CIMA restent uniquement un peu des émetteurs de certificats d'assurance. Ils ils n'interviennent pas en tant qu'appériteurs sur les programmes, et encore moins, enfin très très peu comme co-assureurs sur les programmes internationaux. Du coup, c'est la raison pour laquelle le marché est moins impacté. Le marché sera il serait plus impacté le jour où on aura plus de compagnies d'assurance africaines qui rentreraient dans les programmes de commodities, enfin programmes de transport, de facultés transportées, comme co-assureurs ou comme appériteurs. Et on commence à le voir parce qu'on voit que pour les grands projets qu'on voit de plus en plus arriver, et on s'en réjouit. Pendant longtemps, l'apanage du transport africain, ça a été pour les commodities et puis pour les biens de première nécessité, les biens d'équipement. Maintenant, de plus en plus, on voit effectivement, il y a tous les projets miniers, pour ne parler que d'eux, il y a tous les grands, le BTP. L'Afrique, c'est comme Paris, hein, l'Afrique est un continent en travaux. Et effectivement, comme dit Serge, et c'est important de rappeler cette évolution, la garantie de base qui était délivrée pendant longtemps et qui pendant longtemps constituait le socle le plus important du portefeuille des compagnies locales, commence à changer parce que maintenant, les compagnies d'assurance africaines qui justement grandissent, deviennent professionnelles, deviennent matures, assurent à 100%. Moi, je sais que les programmes sur lesquels je travaille au quotidien maintenant, de plus en plus, on me demande des garanties complètes, tout risque, y compris les risques de guerre, ce qui est important. Hein. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça l'est. C'est important, je veux dire. Et c'est vrai que nous avons affaire à des clients qui ont des prêteurs internationaux qui exigent que l'assureur concerné délivre une garantie
tout risque avec toutes les garanties qui vont bien. Ce qui, là aussi, va un peu augmenter la prime et puis augmenter la sinistralité, qui reste, allez, on ne va pas dire confiscatoire, Serge, mais qui reste extrêmement satisfaisante pour nous en tout cas. Oui, oui, absolument, je confirme. Donc, effectivement, donc, pas grand-chose à rajouter, sinon c'est de dire que c'est déjà aujourd'hui qu'on observe donc, des compagnies qui se professionnalisent, que ce soit en matière d'apparition même, en matière de co-assurance sur les programmes, capables de pouvoir tarifer au juste prix et aussi donc, la gestion capable de gérer les sinistres comme toute autre compagnie. Donc ça, c'est aujourd'hui et c'est demain, donc ce qui va se passer sur la zone CIMA. Merci beaucoup pour cette table ronde complète. Il est exactement midi. Nous finissons donc du coup cet échange. Merci aussi à Benjamin Roux-Bourimbaud qui était à distance. Et nous nous retrouvons à 14h pour une table ronde sur le pricing. Merci à vous. Merci.